Ce programme vous est présenté par Pellicult. Oh, c'est bien la première fois que je vous vois ici. Vous venez visiter? Quelle merveilleuse idée. Vous verrez, il n'y a pas deux villes comme celle-ci. La nuit, les néons éclairent faiblement les ruelles moites où vendeurs et criminels se hurlent dessus. Tout va très vite dans ce quartier. On cogne, on mitraille, on sabre, on fuit les flics. Mais ne vous en faites pas, c'est ce qui fait son charme. On dit qu'à chaque recoin, on peut trouver quelque chose d'unique. J'ai toujours voulu voir si c'était vrai. Ça vous dit qu'on essaie? Découvrons ce que nous cachent les rues de Sinopolis. Je vois que vous nous avez dégoté un sujet fascinant. Ah, les samouraïs. Ils sont devenus une icône, ceux-là. Pour être honnête, y a pas grand monde qui les connaît vraiment. Comme toutes les figures historiques, hein, trop d'idées reçues, de déformations dans la fiction. Mais vous savez quoi? Nous on aime ça la fiction, alors parlons-en. Aujourd'hui, je vais vous raconter leur folle aventure au cinéma. Pas jusqu'à nos jours, non, mais jusque dans les années 70. Vous verrez pourquoi. Appelons cela notre premier épisode, sur les samouraïs crépusculaires. Oh, c'est beau. Le truc vraiment fou avec le Japon, c'est qu'ils sont historiquement parmi les premiers à utiliser le média du film, notamment pour filmer leurs pièces de théâtre kabuki. Vous savez, c'est celle avec les maquillages flippants, pas avec les masques. Eh bien, les histoires qui y sont contées sont tellement populaires qu'ils vont les mettre en images pour mieux les diffuser. Les vrais samouraïs trouveraient sûrement ça déshonorant d'ailleurs, n'être monnayés en spectacle, c'est pas vraiment leur rôle d'habitude. Comme ça se démocratise vite, les Japonais font comme à Hollywood du temps du muet. Ils créent des studios qui deviendront des majors. Vous savez, les grosses maisons de production qui se font la guéguerre pour dominer le marché avec des franchises. On n'en est pas encore là, évidemment. La première, c'est la Nikkatsu. On est alors en 1912. Suivra la Shoshiku en 1920, la Toho en 1936, puis la Daiei en 1942 et la Toei en 1951. Une par décennie. Ces noms vous disent sûrement rien, si vous ne vous y intéressez pas trop, c'est normal. La moitié a disparu aujourd'hui, soit par banqueroute, soit par rachat. Mais elles ont produit des choses que vous connaissez forcément. Si je dis Godzilla, c'est la Toho. Si je vous dis Dragon Ball ou One Piece, c'est la Toei. Vous voyez, c'est un podcast pour tout le monde ici. La plupart des films muets des années 10 et 20 vont montrer des petites choses du quotidien, avec l'idée de mise en scène de plus en plus présente au fil du temps. Au début, chaque pays aborde ce concept à sa propre façon. Les soviétiques par le montage, les allemands par l'emploi de décors bizarres au noir contrasté, etc. Les japonais, eux, y voient l'occasion de faire prendre vie aux légendes, qui vont donc être l'intérêt principal de leur production. C'est sûrement le pays où le folklore a la plus grande importance, donc c'est pas étonnant. Par exemple, saviez-vous que le mont Fuji est appelé par les japonais Fujisama ou Fujisan? Même la montagne sur leur carte postale fait partie de leur famille, ils sont dingos. Ces films avec des jolies dames très assises par terre et des messieurs qui bougent jamais, c'est ce qu'on appelle le genre du Jidaigeki. Ça veut dire film d'époque, de costume. Les samouraïs, fiers, défendent la veuve l'orphelin tout en luttant pour la justice au sein même de leur clan. Déjà à l'époque émergent les premières adaptations des 47 Ronin, conte extrêmement populaire dans lequel les 47 serviteurs d'un seigneur assassiné se révoltent contre leur hiérarchie par soif de justice. Il y en aura une cinquantaine pour toutes les révolutions du cinéma, à savoir pour l'arrivée du son avec la version réalisée par Kinugasa et même la couleur. Notons aussi le grand Tange Sazen, figure mythique, premier Ronin populaire du cinéma, qui séduisit le public pour son aspect un peu effrayant et sauvage. Ouais, les japonais leur fallait pas grand chose. Les Ronin, comment dire, ce sont les samouraïs sans maître en fait, ceux qui errent avec le style du petit cousin Emo avec son épée Japan Expo.
Comme chaque cycle, ce qui débute comme des essais expérimentaux devient vite une recette automatique avec ses revenus et ses patrons. De plus en plus confortables, les dirigeants des studios ont la main mise sur l'ensemble des productions et émerge le noble, héroïque et propagandiste samouraï. Et oui, la Seconde Guerre mondiale éclate et le peuple japonais a plus que jamais besoin d'être motivé. Qui de mieux placé pour rappeler aux gens leurs origines stoïques que les guerriers dont ils sont la descendance? La plupart des œuvres sorties durant la guerre présentaient des guerriers un peu trop fiers de défendre les valeurs du pays, ce qui, entendons-nous bien, arrange l'empire expansionniste au pouvoir qui envoie les jeunes se faire massacrer dans le Pacifique. Voici qu'émerge de nouveau Miyamoto Musashi, figure incontournable du mythos japonais bien sûr, qui sera le héros de bon nombre d'adaptations. Sous l'occupation états-unienne, le samouraï, lui, est censuré, interdit. Et oui, durant la défaite, il ne pourra réapparaître que 5 ans plus tard, au début des années 50. Et c'est là le retour en force du cinéma populaire, et l'âge d'or des studios. Un peu la même histoire qu'à Hollywood en fait. Le cinéma japonais s'ouvre sur le monde avec des auteurs comme Kurosawa et Mizoguchi, remportent des prix à l'international. Grâce au Jidaigeki, le Japon se dresse comme un incontournable du cinéma mondial. C'est en effet ici que la plupart des titres connus font leur apparition. Même si vous n'en avez absolument rien à faire de ce que je dis depuis 5 minutes, déjà, vous êtes bien aimable d'être resté parmi nous. Et puis vous êtes forcément au courant de l'existence des 7 samouraïs, ou bien du Château de l'Araignée, ces grands chefs-d'œuvre défendus par l'ensemble de la sphère cinéphile, si bien que si vous osez dire que vous trouvez ça trop long ou trop vieux, vous finirez certainement crucifié la tête en bas. Vous en faites pas, on en a tous les jours des cas comme celui-ci. C'est pourquoi Twitter est interdit pour les citoyens de Sinopolis. Trop dangereux. Enfin bref. Ce qui constitue cet âge d'or, qui va durer jusqu'au milieu des années 60, c'est la puissance et la démesure de ces films de studio, étampillés du nom de grands héros, au service d'histoires racontées par de grands réalisateurs. Musashi, incarné par Toshiro Mifune, dans la première trilogie de l'histoire, réalisée par Hiroshi Nagaki, puis ensuite dans une saga de Tomei Ushida, ou bien la fresque humanitaire épique de Masaki Kobayashi, qui propulse Tatsuya Nakadai au firmament, la bien nommée Condition de l'homme. L'âge d'or d'Ozu, l'âge d'or de Mizoguchi, l'âge d'or de Naruse, citez-en un et tous les nerds du cinéma jap vous diront que cette décennie est la meilleure, la plus importante, la plus fondamentale. Et quelque part, ils auront raison. Mais vous êtes plus intelligent que ça, pas vrai? Je vous connais. On sait bien que c'est pas ça le plus important. Oui, c'est sympa, les gros films de studio bien glorieux, rutilant de thunes avec un noir et blanc léché, mais comme on dit à Sinopolis, coupe un peu le budget, mets un dingue derrière la caméra et tape sur système. Là, t'auras de quoi faire mouiller les étudiantes au cinéma. Quoi, je vous parais un peu transgressif? Eh ben, c'est exactement ça en fait. Au début des années 60, on constate un peu partout une torsion des règles, des relectures du cinéma, dans nos rues, le boîtier au poing, la péloche sous le bras. En France, avec la nouvelle vague, aux USA, avec le nouvel Hollywood, les gros studios bien installés perdent pied et ne comprennent pas tout de suite ce qui se passe. Des auteurs incisifs profitent des gros budgets pour moderniser le propos de leurs films. C'est la première étape qui mène au samouraï crépusculaire. Rassurez-vous, je vais pas vous faire un cours sur la nouvelle vague japonaise. Quoique, ce serait intéressant. Imamura, Oshima, Fukasaku, tout ça c'est important. Mais non. Non, nous on est là pour analyser le destin du samouraï au cinéma. Vous me suivez depuis tout à l'heure. Je vous propose un trajet particulier. Allez, montez à l'arrière, y a pas trop de patrouilles à cette heure-ci, ça devrait le faire. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller jusqu'au mont Mizumi, puisque pour moi, c'est là que tout s'arrête. Ça vous va? Allez, y a des chips à l'arrière, alors, profitez bien de la balade. Alors, il y a 5 étapes sur la route. La première est juste à la sortie de la ville. C'est ici, sur votre droite. Vous voyez? Ce château médiéval là? C'est ici qu'a été tourné un des films préférés de vos éclaireurs Sens Critique et de vos abonnés Letterboxd. Yep, Harakiri de Kobayashi a vraiment tout cassé quand il est sorti à l'international. Plébiscité comme le meilleur script de tous les temps, ce film de 62 est encore maintenant considéré comme parfait. Bon, j'avoue qu'il en impose pas mal. C'est pour moi le premier grand film anti-Chambara de la révolte culturelle. Oula, la vilaine phrase. Vous savez pas ce que c'est un Chambara? Ah, moi j'ai raté un truc alors. Le Chambara, c'est le sous-genre du film de sabre. C'est censé être l'onomatopée du bruit de sabre qui s'entrechoque. Voilà. Eh bien, tous les films de samouraï, yakuza de l'époque féodale sont des Chambara. Et l'autre partie qui vous a pas plu, c'est quand j'ai dit anti-Chambara. Ouais. Non, ça c'est spécial.
Je considère un genre cinématographique totalement accompli quand des auteurs en ont marre et retournent ses propres codes contre lui pour dénoncer des trucs. Pas pour se moquer du genre en lui-même, mais pour surprendre le spectateur qui est habitué à tout prévoir. Le slasher, le film noir ou le western par exemple. Un film anti-genre, c'est un film qui va directement remettre en cause ce que glorifie le genre en soi. Impitoyable de Clint Eastwood est un anti-western. Requiem pour un massacre est un anti-film de guerre. Eh bien, Harakiri, c'est un anti-Shambara. Kobayashi, le réal, c'est un grand torturé. Il est profondément contre la violence et va toujours tout mettre en œuvre pour la rendre inutile et nulle dans ses films. Dans celui-ci, le personnage principal est l'incarnation ultime du Ronin tragique. Autrefois riche et heureux, son clan est aujourd'hui disparu, et sa seule famille est en train de mourir de maladie. Les pas beaux de l'histoire, c'est le clan Lee, qui lorsque le Ronin se présente à leur porte pour se faire seppuku, écoute avec un peu d'agacement sa triste histoire. Oups, c'est bien son gendre qu'ils ont refusé d'aider et regarder mourir. Oups, le Ronin est totalement prêt à mourir pour se venger. Oups, la politique est totalement hypocrite au point d'être amusée, d'être responsable de la mort d'enfants tant que son argent dort bien à l'abri. Oui bon, tout ça sera redit bien des fois après, mais en 1962, c'est une claque massive que se prennent les spectateurs, surtout sur l'archipel japonais. C'est sombre, guttural, ça prend son temps, ça prend un revers. Le cadre est sacrément beau aussi, on est encore au tout début de la marche crépusculaire, alors l'héritage des grands films de studio est encore là, le noir et blanc profond et impeccable, les intérieurs de studio, le mélodrame intense, c'est un peu le mélange du plus beau de chaque bord, de ce qui se faisait et de ce qui se fera. C'est vraiment la première fois qu'un samouraï est l'instrument de vengeance de son auteur, contre la nature de sa société encore trop vénale. Du Bushido, le code du guerrier, cet honneur presque fantôme, puisque va s'adapter pour donner bonne conscience aux pires enfoirés qui violent, volent et massacraient au nom de la guerre. Ouais, on commence à décrier les samouraïs au cinéma. Et c'est pas fini. La nuit est vraiment plus jolie en dehors de la ville. Vous avez vu ces étoiles? Filez-moi des chips un peu. Ah, eh ben c'est déjà vide. Bravo. Il y a une phrase qui m'a beaucoup peiné pendant que je faisais mes recherches quotidiennes sur le ciné asiate. C'est Oshima en 1960 qui dit que c'est fini, le cinéma de grand-père est mort, que les mélodrames avec Kinuyo Tanaka sont démodés, place à la jeunesse, il faut faire place, c'est comme ça, il faut faire place. Mais autant de mépris pour des artistes qui ont autant donné, c'est un peu n'importe quoi. Faut savoir qu'au Japon, c'est vraiment rare de trouver un mauvais film, du moins avant les années 70. Les rares films d'exploitation ou de série B sont eux aussi de grande qualité en raison du savoir-faire et du professionnalisme des artisans et des auteurs japonais de l'époque. La preuve, la deuxième étape de notre voyage vers le crépuscule s'appelle Le Sabre du Mal. À l'origine, un film de commande d'ailleurs, que se ramasse le réalisateur Kiyoshi Okamoto. Cette histoire d'un Ronin fou allié qui tue à tour de bras ne l'intéresse, mais pas du tout à la base. C'est Okamoto. Il est connu parmi ses collaborateurs comme le Bouddha. Encore un grand pacifiste, vous voyez. Ce monsieur, c'est un de mes réals de Shambara préférés, tout simplement. Et je suis pas le seul, loin de là. Y a pas beaucoup de lumière sur cette route, ce qui fait sombre. Attendez, je vais m'arrêter 2 secondes. Je dois vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà eu peur devant un film? En tant qu'adulte? Moi, pas beaucoup. Souvent, les films qui me surprennent le plus, c'est ceux qui me cueillent là où je ne les attends vraiment pas. Bah, celui-ci est pas mal dans son genre. À la fin, on ressent le film. La réal est tellement oppressante, bien choisie, qu'elle est la transition parfaite entre le samouraï d'hier et celui de demain. En fait, c'est même plus que ça. Sword of Doom est une fusion et une reconstruction du mythe antique et du mythe moderne, une lésion cinématographique qui s'arrête de respirer au moment où il tue le spectateur. Je repars. Vous savez, il m'a secoué celui-ci. C'est qu'il est somme toute un peu classique, un peu barbant. Il tourne en rond pendant une bonne heure, puis d'un coup, les protagonistes sont plus là. On les voit plus. On ne suit que le méchant. C'est pas le genre de méchant qu'on explique ou qu'on excuse, c'est le genre de mal à l'état pur, mauvais dans ses entrailles pour aucune raison. Okamoto choisit de faire un pamphlet anti-violence au cinéma.
en montrant un nombre de morts mais hallucinant, instoppable. Pourquoi est-ce qu'il tue? Comment on fait pour l'arrêter? Et ce qui est fou, c'est qu'il s'agit du même acteur que dans Harakiri, Tatsuya Nakadai. Terrifiant et impressionnant dans les deux rôles, vraiment. Le film se clôt sur une scène de massacre, alors que l'intrigue est loin d'être résolue d'ailleurs. On se questionne, on hésite. Et là, un freeze frame. Le Ronin, fou, en train de tuer les ombres de son esprit qui s'étalent sur les murs, son rictus tordu. Clôturer le film plus tard, ça aurait été l'empêcher de s'arrêter sur le plus important. C'est ce moment instable, fou et totalement désabusé. On le palpe le crépuscule là, hein. Oh, vous inquiétez pas, on est à mi-chemin. Ah, y a pas que le Japon qui brille par son cinéma en Asie, loin de là. J'ai hâte de vous parler de tout ça. Mais c'est vrai que commencer par ici, c'est plutôt important pour moi, vous voyez? Parce que c'est par là que j'ai commencé. Et purée, ce que j'en ai vu du cinoche japonais. Ah, vous avez vu cette falaise? On est dans la zone la plus éloignée du pays, là. Bon, c'est pas un très grand pays, ouais. C'est pas la grosse frime de dire qu'on vit dans sa capitale. Mais c'est la mienne. Toute cette neige... C'est possible qu'on soit arrivé à notre troisième étape. Pendant les années 60, le cinéma est complètement bousculé. Vous imaginez, vous, l'arrivée de la télévision, la démocratisation de la couleur au cinéma, à l'international j'entends, la mort d'une génération qui laisse place au nouveau, la chute des studios, une crise et un renouveau artistique sans précédent depuis la fin du muet. Nous sommes en 1968. Tatsuya Nakadai, l'acteur dont je parle depuis 2 films, revient pour un autre rôle de samouraï. Encore, se dit-il. Purée, mais ça devient ringard là. Les jeunes vont voir des Yakuza et Iga. Y a que les Zatoichi de la Daiei qui fonctionnent. Erreur, mon grand. Tu t'apprêtes à jouer dans un des plus grands films japonais. Hot take, mais le meilleur film de Hideo Gosha, voire du Shambara, c'est Goyokin, la terreur des sabaïs. Non mais faut imaginer. Encore plus mixé au western crépusculaire que pourraient l'être les légumes du milkshake de votre coach sportif. Le film est presque un double anti-genre, tant il dépeint le hors-la-loi, le puissant corrompu et le miséreux de manière sale, presque gothique. Pas si loin d'un Sergio Leone qui aurait troqué ses zooms grand angle contre une péloche sous-exposée. Un Ronin encore une fois, oui, qui refuse de participer à ce combat, si, jusqu'à ce que sa promesse, faite à son meilleur ami de le tuer, ne refasse surface. Il va traquer, se mouvant hors des ombres, expirant un râle à chaque coup de sabre. Même plus un justicier. Le héros n'a d'héroïque que sa lame virevoltante. Creusé de visage, Nakadai est un spectre qui achève l'avènement du crépuscule du samouraï au cinéma. Il est littéralement devenu l'ombre de lui-même, ce noble guerrier. Totalement délaissé, le samouraï est blessé, boueux. Ça ne représente pas l'ensemble du Chanbara de l'époque, mais ce sont ces œuvres-là qui l'ont marqué durablement. Bon, j'ai pas mes pneus neige, alors retournons vers la ville. Je vais m'arrêter à cette station-service là. Profitons de ce moment de pause pour vous laisser la radio. Je reviens tout de suite.
天道さ面ないならその子の私とはお互い貸し借りゃないけれど聞けばあなたも一人者もしどなた様でございます？寄るんじゃねえ。おい寄るんじゃねえ。寄るってとほら抜くぞ。なんだおいカレッパさんかい。Vous venez d'entendre la chanson Otento-san, chantée par notre Shintaro Katsu national. Quoi? Vous savez pas qui est Shintaro Katsu? Mais... Bon, attendez. Je modifie mes plans parce que là c'est pas possible. Comment ne pas parler d'un des acteurs majeurs du champ de bara d'exploitation? Et oui, au Japon existe énormément, mais énormément de sagas de films. C'est le genre de choses qui nous parlent maintenant avec les Marvel ou les James Bond. Mais comme les Japonais ont mis beaucoup de temps à avoir la télévision, la façon qu'ils avaient de produire des séries était de faire des sérials de films. Le plus grand moment de cette histoire du petit écran sur le grand est la série Zatoichi. Vous savez, le yakuza aveugle qui a une lame dans sa canne et qui est invincible au combat. Bah, il est interprété par Shintaro Katsu justement, et ce dans 26 films et 100 épisodes d'une vraie série TV. C'est le gars le plus dévoué à jouer l'aveugle du monde. Avec les films Zatoichi, on peut totalement voir comment le cinéma japonais a évolué. Le premier date de 1961 et présente un beau noir et blanc de cadre impeccable. Le dernier, mais c'est le contraire, du rock jazz, des flashs, une caméra à épaule, du sang et du nu pour satisfaire les adorateurs du Pinko Ega de l'époque. Eh ben figurez-vous que le gars en a même réalisé un. Je peux vous dire qu'il est loin d'être aveugle, le mec. Parce que le film, c'est clairement mon favori de la saga. C'est très proche de Wong Kar-wai dans la manière d'obstruer la caméra, de tous ces mouvements saccadés et baveux à l'image. Les fluides, les vapeurs, les corps, tout se mêle, et... l'histoire est pour ainsi dire très insistante sur la cruauté gratuite. C'était la traîne de l'époque. Les années 70, c'est l'âge de Seijun Suzuki, de Lupin III, de La Femme Scorpion, tous ces films décalés et funk. Plein de studios n'ont pas suivi, et ont coulé. Les autres se sont adaptés, et en produisent à la pelle. L'occidentalisation de la société japonaise a eu raison du cinéma de grand-père. Kurosawa n'arrive plus à faire produire ses films, ses maîtres et collaborateurs tous morts et enterrés. Et ce Zatoichi, le 24e film, se nomme La Blessure. C'est beau, c'est sombre, c'est triste. Mais voyez-vous, le cinéma d'exploitation préserve le samouraï. Souvent Ronin, ou bien méchant de l'histoire, mais il est toujours là. Le mythe est contaminé, rongé. Il n'est plus vraiment lui-même, se contente d'être là, de participer. Ce serait un crime de pas évoquer la série des Lone Wolf & Cub, connue sous le nom de Baby Cart en français, oui c'est un peu nul. Toujours produit par Katsu, avec son frangin dans le rôle de Itogami. C'est sanglant, c'est crade, mais surtout c'est inventif et puis c'est encore une fois vraiment très très beau à l'image. Oh, belle transition, on est arrivé. Voici le mont Mizumi. C'est le nom du réalisateur des Baby Cart justement et de quelques Zatoichi. Mais c'est surtout le gars qui, selon moi, a mis un terme au film classique de samouraï. Il a toujours été là, le gars. Depuis la fin des années 50, il réalise des dingueries. Le triptyque du sabre, notamment. Alors, quand il rassemble les délires de Gosha et Okamoto pour en faire un récit fleuve qui narre la fin de l'ère Edo et le début de l'ère Meiji, c'est le comble de la conclusion. Le gars, pendant la fin de la période du cinéma, où les samouraïs disparaissent, va faire un film qui raconte historiquement l'extinction de la caste des samouraïs. Il est méta de ouf. Le film qui sort en 1974 se nomme Les Derniers Samouraïs. Ouais, le film avec Tom Cruise reprend la même histoire, mais ici, on évite de parler des films américains qui se veulent japonais. Celui-ci, c'est presque 3 heures de fresque historique, où 3 persos se croisent et se recroisent, amis puis ennemis, puis enfin amis, puisque liés dans cette tragique épopée, où la chute du shogunat laisse place à l'Empire qui marquera le début du XXe siècle. Un hommage vibrant à tous ces hommes qui ont perdu leur repère,
qui regrette la gloire passée, qui s'adapte plus ou moins bien. C'est un film important les amis. C'est pas le meilleur, mais c'est le dernier grand Shambara. Avant la timide renaissance fin 90 et le pic Kurosawa des années 80, le samouraï n'est quasiment plus là. Rares sont ceux qui s'y aventurent, soit par dépit d'une commande de producteur, soit par habitude lassée d'une carrière passée. Le crépuscule d'un genre, c'est ça. C'est l'après-gloire, le moment intéressant où il commence à mourir doucement avant de renaître. Ce moment pour moi est toujours le plus fort, le plus propice aux tentatives les plus folles. Hop, ben on est arrivé. Je vous laisse ici mes amis. J'ai beaucoup parlé, vous savez. J'espère que vous aurez apprécié le voyage. N'hésitez pas à revenir, il y a encore tellement de sujets à dénicher. Après tout, on ne sait jamais tout ce qui se cache à Sinopolis. Merci à tous d'avoir suivi ce programme. Ce podcast est réalisé par Adam Denis et soutenu et diffusé par Pellicult. Vous pourrez le retrouver une fois par mois sur nos réseaux et sur toute forme de plateforme de podcast. Pour ceux qui découvrent, Pellicult est un média participatif et collaboratif dédié à la culture du cinéma. Sur notre site, vous retrouverez plein d'articles d'actualité et d'analyse, tout ça bénévolement en plus. Votre dévoué serviteur y écrit parfois quelques articles également. À la prochaine sur Sinopolis.